A mené les rebelles islamistes jusqu'aux portes du pouvoir à Damas. Qui sont les nouveaux maîtres de la Syrie? L'offensive a été menée par le groupe Hayat Tahrir al-Sham, HTS, une ancienne branche d'Al-Qaïda en Syrie qui dit avoir rompu avec son passé. Son chef s'est métamorphosé en quelques années. L'ancien combattant d'Al-Qaïda, mis à prix par les États-Unis, a abandonné le turban djihadiste au profit de l'uniforme militaire, tout en lissant son discours. Il cherche à polir son image afin d'apparaître comme une alternative pragmatique au régime syrien. Mais dans son fief d'Idlib, où il a installé un gouvernement local, le groupe a été accusé d'exactions, qui s'apparentent selon l'ONU à des crimes de guerre. Cet homme affirme que son frère a été tué sous la torture. Il a été battu jusqu'à l'évanouissement. Il est resté suspendu plusieurs jours sans manger ni boire, juste pour qu'il avoue ce que ses geôliers voulaient entendre. Après des manifestations, le groupe HTS dit avoir mis au banc ses éléments les plus extrémistes. On ignore si cette métamorphose est sincère ou purement stratégique. Le groupe compterait quelques 30 000 combattants, parmi lesquels plusieurs dizaines de Français. Quel avenir se dessine à présent pour la Syrie? Pour cette offensive éclair, HTS a temporairement uni ses forces avec plusieurs factions rebelles islamistes, certaines soutenues par la Turquie. Mais le partage du pouvoir pourrait s'avérer plus difficile. La Syrie ne sera pas unie, elle est déjà divisée entre différentes entités armées qui ne veulent pas poser les armes. Ça va être quand même extrêmement difficile de réorganiser, de réunifier tout ce petit monde sous une seule bannière. L'avenir de la Syrie dépendra aussi de la réaction des puissances étrangères. La Russie et l'Iran, alliés de Bachar al-Assad, la Turquie, qui a soutenu les rebelles, ou les États-Unis derrière les Kurdes. Tous sont à présent engagés dans une course pour préserver leurs intérêts après la chute du régime Assad. MTV et on est avec Fabrice Balanche, maître de conférence à l'Université Lyon 2, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour et merci d'être avec nous. 3 images ce matin. Bonjour. Du nouvel homme fort de Damas, Abou Mohamed Al-Jolani. Il est à la tête de l'Organisation de libération du Levant. 3 images et même 3 visages du même homme. C'est le même homme que vous voyez là sur cet écran. Et il a parlé il y a quelques heures à CNN. Il a accordé une longue interview après s'être exprimé lors d'un long discours à la grande mosquée des Omeyyades à Damas. Personne n'a le droit d'effacer un autre groupe. Ces mouvements coexistent dans cette région depuis des centaines d'années et personne n'a le droit de les éliminer. Il doit y avoir un cadre juridique qui protège et garantisse les droits de tous et non un système qui ne sert qu'un seul mouvement, comme l'a fait le régime d'Assad. Vous savez, en vous écoutant parler, vous avez vécu toute une transformation. Autrefois, vous étiez un chef d'Al-Qaïda, puis votre groupe a eu des affiliations avec Al-Qaïda et l'État islamique. Et maintenant, vous projetez l'image d'un leader et d'un groupe modéré. Qu'est-ce que le groupe Hayat Tahrir al-Sham en ce moment? Hayat Tahrir al-Sham est l'une des factions de la région, comme toutes les autres. Maintenant, nous parlons d'un projet plus vaste. Nous parlons de construire la Syrie. Hayat Tahrir al-Sham n'est qu'un détail de ce dialogue. Et il peut se dissoudre à tout moment. Donc, discours rassurant à l'égard des autres communautés, Fabrice Balanche, mais au fond, qui est cet homme? C'est un chef militaire, c'est un chef religieux ou autre chose? J'ai lu la formule, un djihadiste grimé en homme politique. Oui, c'est assez bien résumé. Un djihadiste grimé en homme politique, ripolliné par les services de communication, sans doute de la Turquie et du Qatar, pour lui donner une image acceptable. Mais en fait, c'est comme vous l'avez souligné, c'est un membre d'Al-Qaïda. Certes, il s'est éloigné d'Al-Qaïda en 2016 pour des raisons tactiques. Il avait besoin d'un soutien arabe, un soutien occidental lors de la bataille d'Alep, lorsque Alep est tombé entre les mains des Russes. Mais idéologiquement, il a conservé évidemment ses liens avec Al-Qaïda. Les groupes qui sont autour de lui sont toujours membres d'Al-Qaïda. Je pense à Hula Seddin, les gardiens de la religion, ou les Ouïghours du Parti islamique du Turkestan, qui pratiquent allègrement l'attentat suicide avec des enfants et des adolescents. C'est d'ailleurs eux qui ont enfoncé les défenses d'Alep en se faisant exploser sur les défenses de l'armée syrienne. On a vu ce qu'il a fait à Idlib, il a instauré un totalitarisme islamique. Alors il dit protéger les chrétiens, c'est vrai qu'il y a quelques dizaines de personnes âgées qui vivent toujours dans un village chrétien à côté d'Idlib.
il les protège un peu comme une réserve indienne pour montrer qu'il est tolérant. Mais il a éradiqué les chiites, les alaouites qui se trouvaient dans la province d'Idleb. Il a éliminé tous les opposants laïcs qui étaient à Idleb. Il a chassé et éliminé physiquement les islamistes modérés de groupes comme Ahrar al-Sham ou Soukour al-Sham qui ont dû fuir sa dictature. Donc on voit très bien ce qu'il a fait à Idlib ces dernières années, hein, c'était pas il y a 50 ans. Donc c'est la même chose qu'il veut faire à l'échelle de la Syrie. Vous voulez dire que tout ça est de l'habillage et que le projet final est d'instaurer la charia en Syrie ? Ah bah bien sûr, la charia, hein, il l'a souligné qu'il allait installer la charia en Syrie. Alors, une charia pas aussi rigoriste que ce qu'avait fait Daesh à Raqqa. Vous avez le droit de fumer à Idlib, vous avez le droit d'écouter de la musique. Mais enfin, c'est tout. Hein, la différence. En fait, il a beaucoup appris des erreurs de l'État islamique. Il ne fait pas d'exécution en public. Il ne publicise pas ses exactions parce qu'il a compris que ça attirait sur lui, évidemment, la foudre de la communauté internationale. Mais pour que nos téléspectateurs comprennent bien, vous voulez bien nous rappeler ce qu'est le régime de la charia ? Vous dites, on pourra écouter de la musique, on pourra fumer dans les rues, mais... Ah oui, le régime de la charia, c'est l'application très stricte de la loi islamique telle qu'elle est définie par le Coran et par la Sunna. Donc il ne laisse pas de marge de manœuvre, évidemment, pour une société laïque qui minore les chrétiens, les juifs, qui élimine ceux qui sont les mauvais musulmans, les koufars, hein, les chiites par exemple, ou ceux qui ne se rendent pas tous les vendredis à la mosquée. Mais Fabrice, on a vu tous les Syriens en exil, évidemment, fêter, se réjouir du départ de Bachar el-Assad. Est-ce que vous dites en substance que un régime sanguinaire risque de succéder à un régime sanguinaire ? Mais effectivement, on peut se réjouir du départ de Bachar el-Assad, 50 ans de dictature de la famille Assad, une guerre terrible, 400 000 morts, 500 000 morts, 8 millions de personnes réfugiées à l'étranger. Enfin, ça a été assez épouvantable ce qui s'est produit en Syrie. Et donc tous ceux qui sont à l'étranger rêvent évidemment de retrouver leur famille, leur pays. Je pense pas qu'ils vont retourner y habiter, en particulier ceux qui sont en Europe, parce que les conditions de vie restent absolument épouvantables. Et il y a des inquiétudes sur la stabilité du pays, surtout si Hayat al-Sham prend le pouvoir. Donc ensuite, vous avez bon nombre de personnes qui sont en Europe, qui sont des musulmans convaincus, et pour qui un régime islamiste en Syrie, cela leur convient parfaitement. Alors vous avez nommé cet homme, Abu Mohamed al-Sham. Pardonnez-moi, Hayat Tahrir al-Sham. C'est son nom de naissance, alors que Abu Mohamed al-Jolani, c'est son nom de guerre. D'ailleurs, il ne veut plus qu'on l'appelle avec son nom de guerre, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il veut faire oublier sa période Al-Qaïda. Il veut faire oublier qu'il était ami avec al-Baghdadi, le calife de l'État islamique, avant évidemment de s'en séparer pour des querelles d'ego en 2013-2014. Il y a eu une guerre assez sanglante entre les deux factions djihadistes, mais c'était pas parce que l'un était plus modéré que l'autre, hein. C'était juste parce que l'un voulait prendre le pouvoir en Syrie. C'était uniquement pour cela. Donc il essaie effectivement de se donner une image modérée. Il a invité depuis plusieurs années des journalistes, des chercheurs à Idlib, sur les conseils évidemment de ses amis turcs, parce que pour rentrer à Idlib, il faut avoir l'autorisation de la Turquie, donc on ne laissait pas rentrer n'importe qui non plus. Et puis on leur faisait faire un petit tour pour montrer combien c'était stable, combien il aimait les chrétiens, puisqu'il y avait cette église à Yacoubieh qui n'avait pas été détruite et où on pouvait faire la messe sans sonner les cloches et sans boire du vin de messe. Hein. Par contre, ça participe à cette stratégie donc de communication pour le faire accepter par les Occidentaux et par les pays arabes. Patrick, il va y avoir un vrai test, c'est la constitution de l'équipe dirigeante. Oui, et au moins d'une transition démocratique qui sera sous surveillance. Il a garanti ça, la transition dite démocratique ? Il l'a garanti, mais encore une fois, c'est le chef d'un groupe qui est toujours multiconfessionnel,
religieux, multi-régional aussi. Tout ça a été dispersé sous la dictature du clan Assad. Mais il y a d'abord une surveillance des Turcs, qui sont les grands vainqueurs de ce week-end. Ils n'ont pas vocation à ce qu'il y ait un État islamiste, si je puis dire, qui s'inscrive sur la durée. On a vu les Américains qui ont bombardé les positions de Daesh dans le nord-est. On a vu les Israéliens prendre position sur le Golan. Golan en arabe, ça veut dire Jolani. C'était là aussi le nom de combat de Mohamed al-Shara, son nouveau nom. Et puis, si la situation est aussi terrible économiquement en Syrie, c'est aussi parce qu'il y a eu des sanctions. Et on l'a bien compris à travers son portrait, le nouvel homme fort, c'est un malin. Déjà, il a survécu aux bombardements alliés. Sa tête est toujours mise à prix. Sa tête est toujours mise à prix. Mais s'il veut bien se faire voir, parce que c'est encore l'économie de la rue qui compte, il va falloir qu'il montre des gages pour que ces sanctions disparaissent. Est-ce que le nouveau drapeau affiché par les rebelles islamistes lorsqu'ils sont entrés à Damas, on va le voir sur ces images, dit quelque chose? Voilà, où il est où le nouveau drapeau? C'est le drapeau de la révolution. De rebelles, c'est celui qui est à droite avec 3 étoiles, les 3 districts, celui d'Alep, de Damas et de Deir ez-Zor. L'autre, il y a 2 étoiles, non seulement, mais en plus... C'était le drapeau de la dynastie Assad. Voilà, le drapeau en plus avec les couleurs égyptiennes, qui voulait dire quelque chose. Effectivement, on voit des étoiles, mais on ne voit pas de croissant, on ne voit pas de signaux pour l'instant musulmans, encore moins islamistes, mais tout ça peut changer. Je peux vous dire, depuis la fin du mandat français, j'ai compté quasiment une douzaine de drapeaux différents du côté syrien, mais c'est très important. Mais pour l'instant, tout ce qu'on a vu, ce sont des drapeaux étoilés. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci d'avoir été en direct avec nous de Lyon, Fabrice Balanche.